Alors, bonjour à vous. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter Jean-Marie Tremblay, le fondateur de la bibliothèque numérique Les Classiques des sciences sociales, qui a enseigné 34 ans au Cégep de Chicoutimi, l'équivalent d'un lycée français. Alors, Jean-Marie, est-ce que tu pourrais nous faire un peu l'historique des classiques? Comment c'est né, dans quel contexte, etc. Bonjour, je vous remercie beaucoup de nous donner la possibilité de présenter cette œuvre éducative que sont les classiques des sciences sociales. Les classiques des sciences sociales sont nés dans mon collège où j'ai enseigné pendant 34 ans, le Cégep de Chicoutimi. J'enseignais à des étudiants de sciences humaines et de techniques. Mes étudiants, je voulais leur donner le goût de découvrir à quoi pouvaient servir les sciences humaines et l'importance de la philosophie. Donc, dans nos travaux de recherche, je leur donnais accès à des données quantitatives qu'ils apprenaient à traiter, mais aussi avoir accès aux connaissances dont ils avaient besoin pour relativiser le savoir qu'ils allaient conquérir en traitant les données. Donc, c'est comme ça que les classiques des sciences sociales sont nés dans le cadre de mon enseignement. Donc, c'était un contexte pédagogique. Tout à fait. Si je n'avais pas été enseignant, les classiques des sciences sociales n'auraient jamais existé. Alors, mes étudiants ont donc le goût de poursuivre leurs études en découvrant toutes ces recherches. Et puis, tranquillement, on s'ouvrait non seulement à l'étude des phénomènes sociaux d'ici, mais également aux cultures puis aux sociétés extérieures à la nôtre. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé à s'intéresser à la Chine ancienne, à s'intéresser aux sociétés créoles, à s'intéresser à d'autres cultures pour que mes étudiants découvrent d'autres civilisations, d'autres cultures. C'est vers quelle année? De 93 à 2000, c'était en intranet au Cégep de Chicoutimi. Et puis, à partir de 2000, avec l'université, sur Internet, c'est le monde entier. Et puis, si on a commencé avec quelques volumes, maintenant, on diffuse plus de 6000 volumes dans les classiques des sciences sociales, tous en libre accès, tous en traitement de texte, parce que le traitement de texte permet une manipulation qui est beaucoup plus facile et puis une recherche beaucoup plus simple et puis élaborée que n'importe quel autre format de fichier. On peut faire n'importe quoi avec le traitement de texte. Et ce qui a l'avantage aussi, quand c'est pas seulement disponible sur Internet, c'est qu'on peut le télécharger, l'avoir sur notre ordinateur et pas besoin d'être toujours connecté à Internet. Tout à fait. Donc, comme j'étais de nature sauvage, j'avais besoin d'être autonome. Les classiques des sciences sociales, contrairement à l'encyclopédie Wikipédia, où il faut être branché, être connecté sur Internet pour y accéder, les classiques des sciences sociales ont construit sa propre bibliothèque en téléchargeant toutes les œuvres et puis on est comme indépendant. Donc, s'il devait nous arriver quelque chose, les classiques des sciences sociales existeraient sur des millions d'ordinateurs puisque des millions de gens ont téléchargé les œuvres des classiques des sciences sociales à date. Puis, quelles ont été les premières œuvres qui ont été mises en ligne et comment ça s'est développé par la suite? Les premières œuvres, mes intérêts étaient la gauche. Donc, on a commencé par les travaux de Marx, les travaux d'Engels, les travaux en économie, les travaux en anthropologie de Marcel Mauss, les travaux du fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, en psychologie, Freud, etc. C'est comme ça que ça a commencé. Et puis, à partir de 2003, dès le départ, je voulais donner accès aux œuvres fondatrices de nos disciplines pour qu'on comprenne la préoccupation qu'on avait à ce moment-là, celle d'être totalisant, d'envisager la totalité des phénomènes comme un tout et non pas une parcelle de la réalité. Et je voulais mettre en relation ces savoirs avec les recherches et les travaux contemporains. Donc, à partir de 2003, j'ai développé la collection des auteurs contemporains et puis la réception était immédiate. Les chercheurs étaient tous emballés à l'idée de voir leurs travaux accessibles au grand public et puis de façon significative. Et aujourd'hui, il y a même plusieurs œuvres qui ne sont plus disponibles dans les maisons d'édition, mais qui sont disponibles dans les classiques des sciences sociales. Et, je pense à un travail, une recherche de M. Jean Benoît, qui est le fondateur de deux de nos collections, Société créole et Anthropologie médicale. Un éditeur lui a demandé, il y a 2 ou 3 ans, la possibilité de rediffuser un livre qu'il avait publié, L'archipel inachevé, de le republier en édition papier, privée. M. Benoît a refusé parce que pour la première fois, les gens de l'île de la Réunion pouvaient enfin avoir accès au savoir qui avait été produit grâce à leur complicité.
Donc, les classiques rendent un service qui est énorme. M. Cusson de l'Université de Montréal, de l'École de criminologie, enseigne maintenant en Afrique francophone parce que nos chercheurs à nous sont connus en Afrique. Et puis, maintenant, on va découvrir des chercheurs haïtiens parce qu'ils seront disponibles dans les classiques des sciences sociales. Et ce qui me plaît vraiment, c'est de voir que des étudiants haïtiens découvrent des chercheurs et des intellectuels haïtiens dans les classiques des sciences sociales, mais souvent des intellectuels qu'ils ne connaissaient pas, où ils sont le plus surpris du monde de découvrir qu'ils se trouvent au Québec, chez nous, mais accessibles au monde entier. Donc, on diffuse notre patrimoine intellectuel à nous, mais on s'ouvre au patrimoine intellectuel de d'autres sociétés, de d'autres communautés. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer l'année dernière une collection sur Haïti qu'on appelle Études haïtiennes en complicité avec l'Université d'État d'Haïti, sous la supervision de Ricard Dors, qui est venu me voir chez moi à la maison. Alors, c'est fantastique, les développements. Et puis, depuis mon passage à Port-au-Prince, les étudiants étaient tellement emballés par les classiques et sensibilisés que maintenant, ils se sont regroupés en une association de bénévoles des classiques des sciences sociales. Et ils sont près d'une trentaine d'étudiants à vouloir œuvrer au développement de leur patrimoine, au développement en libre accès de leur patrimoine intellectuel. Alors, je suis juste content qu'on me donne la possibilité de pouvoir leur donner cette chance-là d'accéder librement à leur patrimoine. Oui, parce que ça peut être un des problèmes aussi. Si on diffuse seulement des savoirs du Nord sur le Sud, il y a comme une espèce de débalancement, un déséquilibre. Et donc, ce qu'on voudrait développer dans l'avenir, c'est les savoirs du Sud sur le Sud. Tout à fait. Ouais. On l'a fait depuis quelques années, mais de manière plus systématique. Si on a la coopération de chercheurs haïtiens, de chercheurs camerounais, de chercheurs burkinabés ou d'autres sociétés, on va pouvoir diffuser leurs travaux. Donc, c'est plus un rapport de domination ou de colonisation du Nord vers le Sud, c'est un rapport de réciprocité du Nord et du Sud. Les classiques des sciences sociales permettent de découvrir notre communauté à nous, notre histoire et notre culture, mais permettent aussi de découvrir d'autres communautés, d'autres cultures, et donc de connaître l'autre. Et de manière réciproque, les gens du Sud, de découvrir, et puis éventuellement d'être capable de faire des études comparatives, que ce soit sur la famille, que ce soit sur les institutions politiques, la gouvernance, l'économie. On va être capable de faire des comparaisons parce que les études seront accessibles dans les classiques des sciences sociales. Oui, puis en parlant de ça, tu pourrais peut-être nous rappeler c'est quoi les valeurs à la base des classiques des sciences sociales, la diffusion libre du savoir, la diffusion gratuite. Bien, j'avais un rêve quand j'étais jeune, c'était de changer le monde. Alors, j'ai le sentiment qu'avec les classiques des sciences sociales, on contribue à la réduction des inégalités d'accès au savoir et aux connaissances, et puis d'autant plus que toutes ces connaissances sont téléchargeables librement et gratuitement et de façon vraiment simple. Alors donc, les valeurs qui sous-tendent les classiques des sciences sociales, c'est le partage des savoirs, c'est l'autonomie, c'est la démocratisation des savoirs. Et puis, je suis content que dans mon collège, j'ai pu avoir la possibilité de développer cet outil-là de démocratisation des connaissances. Ouais. Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça fonctionne au jour le jour des classiques? Qui travaille là-dedans? Comment les collections se développent? Bien, à date, on a une trentaine de bénévoles. On ne travaille pas tous en même temps. Il y a l'équivalent d'à peu près 300 heures de travail par semaine qui sont données pour les classiques des sciences sociales. Alors, je numérise à peu près tous les textes, je les prépare, je les envoie aux bénévoles. Les bénévoles les revisent. Et on parle de dizaines de bénévoles, n'est-ce pas? Oui, de dizaines de bénévoles. On me retourne les fichiers révisés. Je fais la mise en page, je fais la mise en ligne, et puis je me lève à 5 heures le matin, puis j'arrête de travailler vers 8 heures le soir. Alors donc, ça nous fait de bonnes semaines. Alors, on a plusieurs collections, les auteurs classiques, les auteurs contemporains, les études sur notre région d'appartenance, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, etc. Donc, j'essaie de ne pas mélanger les genres pour que ça reste comme intelligible la façon dont les recherches et les publications sont regroupées. Et puis, ce que j'essaie de faire, c'est, par exemple, si en psychologie, un psychologue nous donne la possibilité de publier tous ses travaux sur les abus et les abuseurs, bien, on va essayer d'avoir en criminologie les différents travaux qui vont avoir été publiés en criminologie sur le sujet, en travail social sur les problèmes de mésadaptation de l'individu à son milieu. Alors, donc, on a une approche multidisciplinaire sur les mêmes phénomènes et sur les pages de téléchargement d'une œuvre, je vais essayer de toujours mettre
mettre en référence, créer des liens vers les textes qui vont nous donner des pistes vers les autres disciplines ou les autres recherches qui auront été publiées sur le sujet. Oui, parce que c'est une des choses qui distingue les classiques des autres catalogues des bibliothèques, c'est que les résultats sont visibles sur la page et sont pas, on n'arrive pas sur un moteur de recherche où il n'y a absolument rien au départ, n'est-ce pas? Non, donc les classiques, c'est un outil, c'est d'abord un outil pédagogique qui se veut le plus accessible possible, et puis de mettre des pistes de recherche, mais comme Charles et moi, on est enseignants, et puis c'est notre vocation, alors on a le goût de vouloir donner des pistes de recherche pour aller plus loin dans la recherche, ou des recherches qui sont complémentaires, d'où l'intérêt. Mais ça demande du temps. Alors, la confection d'un livre, de la numérisation, la préparation, la révision, la mise en page et la mise en ligne, ça peut valoir entre 50 et souvent 250 heures de travail. Tout dépend de la complexité de l'ouvrage. Alors, si l'ouvrage comporte beaucoup de notes de bas de page, beaucoup d'illustrations, on pourra s'attendre à ce que ça puisse prendre jusqu'à 200 ou même 250 ou 300 heures. Et puis, si c'est un ouvrage du style roman, par exemple, Le mythe de Sisyphe d'Albert Camus, là, on peut penser comme à une trentaine d'heures pour tout le processus au complet. Donc, vous voyez un peu, donc le temps que ça nous demande, ça vous permet de comprendre pourquoi il est difficile, de la manière dont on est organisé actuellement, de mettre en ligne plus de 300, 350 livres par année, dans la mesure où chaque livre demande beaucoup de temps de travail. Mais le travail ne pourra jamais se faire de manière automatique parce qu'il demande toujours un investissement en lecture, en vérification, en minutie, que ce soit la numérisation, la préparation, la révision. Il n'y a rien qui se fait de manière automatique. Donc c'est comme si on est les moines des temps modernes. Il faut presque toujours être isolé pour pouvoir faire notre travail correctement. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, c'est ce qui nous distingue de d'autres bibliothèques numériques comme Gallica de la Bibliothèque nationale de France. C'est que nous, c'est pas seulement des PDF images des œuvres, mais c'est des formats Word qui sont facilement travaillables, parce qu'on peut extraire certains extraits, justement, les mettre dans des recueils de textes quand on est professeur, quand on est chercheur pour trouver certains termes dans des textes, dans des ouvrages de 600 pages. On peut utiliser la fonction recherche dans Word. Donc, c'est très utile pour ça. Et puis, comme on est indexé dans tous les moteurs de recherche, si vous tapez sur Internet études haïtiennes, vous arrivez directement sur la collection d'études haïtiennes disponible dans les classiques des sciences sociales. Si vous tapez Finances publiques du Québec, on arrive directement sur la collection des finances publiques du Québec disponible dans les classiques des sciences sociales. Si vous cherchez une œuvre en criminologie de Maurice Cusson ou de quelqu'un d'autre, vous allez, si l'œuvre est disponible dans les classiques, vous trouvez automatiquement l'œuvre sur Internet et vous la téléchargez en une fraction de seconde, à peine. Oui. Et tout à l'heure, tu as parlé que ça prenait beaucoup de temps pour mettre des œuvres en ligne, qu'il y avait certaines limites. Ce serait quoi les freins au développement des classiques pour les années à venir? Puis qu'est-ce qu'il faudrait faire pour justement faire davantage rayonner les classiques et favoriser son développement? Bien, j'ai deux frères, un qui est sur le CA des classiques des sciences sociales et puis un autre qui est consultant. Et puis, ils n'arrêtent pas de me dire que je suis mortel. Alors, le frein au développement des classiques des sciences sociales, c'est mortel. c'est que je suis mortel. Oui. Et donc, il faut... J'y consacre une 60aine d'heures par semaine actuellement, depuis les 5 dernières années, et c'était 35 heures auparavant lorsque j'enseignais. Et le frein au développement, c'est comme un goulot d'étranglement. Alors, il faut absolument essayer de conserver notre noyau de bénévoles à travers le monde, en France, en Haïti, à l'île de la Réunion, au Maroc. Pour corriger les textes, pour réviser les textes. Pour corriger les textes, et puis donc d'essayer d'avoir un noyau qui soit salarié, qui assure une certaine coordination et une partie du travail en coordination avec les bénévoles. Et puis, mais pour y arriver, il faut développer des partenariats. Donc, on va essayer de le faire avec plusieurs cégeps, avec plusieurs universités. Déjà, on est en train de développer un partenariat avec l'Université Concordia, moyennant un petit peu de sous pour pouvoir nous aider. Donc, c'est d'avoir un financement récurrent de plusieurs institutions, de plusieurs organismes qui vont assurer comme une petite présence de salariés qui vont assurer cette coordination-là le jour où je serai moins capable de pouvoir y consacrer autant de temps, mon épouse et moi, où on donne 80 heures par semaine. Donc, pour nous remplacer, comme j'y arrive pas à l'heure actuelle, bien, ça veut dire que ça nous prendrait au moins 3 personnes
pour pouvoir nous remplacer, mon épouse et moi, pour assurer la coordination. Puis même là, ça n'assure pas le développement parce qu'à 80 heures par semaine, on n'y arrive pas. Ce serait pour maintenir le rythme actuel Ça. de mise en page et de mise en ligne de texte. Donc, ça nous prend des fonds qui sont plus significatifs si on veut pouvoir continuer à se développer, mais on est certain de pouvoir y arriver parce que ça semble bon signe, parce que nos partenaires principaux, que sont actuellement l'Université du Québec à Chicoutimi et le Cégep de Chicoutimi, on est en train de développer un partenariat avec Ville de Saguenay, avec d'autres cégeps et d'autres universités. Alors, Monsieur Tremblay, Jean-Marie, je te remercie beaucoup pour cette présentation. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que tu aimerais rajouter. Merci infiniment à nos étudiants haïtiens et à tous les chercheurs et professeurs qui acceptent de donner leur autorisation de rendre leurs travaux en libre accès à tous et de le permettre dans les classiques des sciences sociales. Ça nous permet de vous découvrir et ça permet à la population haïtienne et notamment aux étudiants de pouvoir enfin accéder facilement aux travaux et aux recherches qui les concernent sur leur propre société. Alors, je suis content que nous puissions faire quelque chose dans ce sens-là. Merci infiniment. Merci.